bienvenue dans ce 10e podcast KPMG Innovation, Futur plus humain. Et pour ce 10e podcast, on est très heureux d'être en live depuis Vivatech. Et on va parler aujourd'hui de la souveraineté qu'on entend sur toutes les bouches cette année à Vivatech 2026. Et le thème de notre keynote sera sur donc IA, souveraineté, la stratégie du Challenger. Alors, on voit bien que quand on parle d'IA, le match semble se jouer entre deux superpuissances, hein, les géants américains avec leurs infrastructures, leurs investissements colossaux, hein, la Chine qui avance à grande vitesse avec ses propres modèles et ses propres champions. Et vu de l'Europe, la tentation est assez grande de se dire que finalement le jeu est plié, que les dés sont jetés et qu'on est voué à une forme de dépendance technologique. Et même l'actu nous le rappelle quasiment quotidiennement. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on avait Anthropic, l'administration américaine qui demandait à Anthropic de ne plus exporter en Europe ou de ne pas exporter en Europe ces deux modèles les plus puissants. Et pourtant, l'histoire est rarement écrite à l'avance. Et dans un monde qui est aujourd'hui largement dominé par ces quelques géants, on a envie de se poser la question de est-ce qu'un challenger finalement peut gagner? Est-ce que si il veut gagner, il doit se lancer dans une course en essayant de rattraper les leaders selon les mêmes modèles, hein, ou est-ce que finalement il doit se forger d'autres règles, voire ses propres règles, hein? Autrement dit, est-ce qu'il existe une troisième voie qui serait une voie européenne, qui serait construite à partir de nos spécificités européennes, hein, de nos points forts, de nos valeurs, hein. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec Octave Klaba, fondateur d'OVH Cloud. Bonjour, hein. Bonjour, très heureux d'être là. Et avec Christophe Liénard, président d'Impact AI et également directeur innovation du groupe Bouygues. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et puis nous aurons en fin de séquence également le plaisir d'accueillir Julien Choucroune, qui est le fondateur de DataGreen, qui est une start-up qui réduit l'empreinte énergétique des data centers et qui viendra poser une question, le point de vue de la start-up à Octave. Voilà, alors pour rentrer dans le vif du sujet de cette édition spéciale Vivatech du podcast KPMG Innovation, j'ai une première question pour vous, Octave. Jusqu'à présent, OVH Cloud est vraiment l'acteur emblématique du cloud souverain en Europe, mais on voit que depuis quelques mois, même peut-être encore quelques années en tout cas, il y a une volonté stratégique qui s'affirme de se tourner vers peut-être une forme de diversification qui permettent d'aller plus haut dans la chaîne de valeur technologique. Vous avez acquis Dragon LLM, vous avez lancé un AI Lab récemment, vous avez aussi annoncé votre intention de racheter Gladia, qui est un spécialiste de l'IA vocale. Et puis, je crois que plus récemment, vous avez aussi annoncé il y a quelques jours un partenariat avec Scality, qui permet aux entreprises d'entraîner des modèles d'IA sans que leurs données quittent le territoire européen. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en train de devenir un acteur clé de l'IA souveraine? J'espère qu'on pourra bientôt en parler au présent. Mais effectivement, on a une ambition au-delà du cloud qui est nécessaire par rapport à notre job de faire tourner de la puissance des calculs, du stockage, des bases de données. Au-delà de cette partie-là de compute, on voit très bien que l'agentique, ce n'est pas que des GPU. On a besoin du CPU, de stockage, de machines virtuelles, du serverless pour pouvoir faire de l'agentique. Pourquoi? Parce que l'agentique, ça s'exécute quelque part dans un cloud. Et l'exécution en étant dans cette enclave, elle consomme du GPU en token. Et donc, on a besoin de deux. Et donc, il y a une évolution naturelle qui est en train de s'opérer parmi tous les acteurs de le cloud, où ils sont en train d'aller dans l'intelligence artificielle. Mais aussi, vous avez, dans le sens inverse, les néo-cloud, c'est qu'ils ont investi d'abord dans les GPU, ils sont en train de regarder comment ils vont faire de l'agentique en déployant du compute. Et donc, à notre niveau, on s'est posé des questions, est-ce que ces virages-là, il est pour nous? Bien sûr, la réponse est oui. C'est pour ça que je suis revenu aux commandes d'OVH. Je suis repris à la direction générale, en plus d'être chairman et principal investisseur de cette boîte, parce que les changements que nous sommes en train d'opérer dans un acteur comme OVH Cloud sont tellement structurants, tellement stratégiques, le virage est tellement violent qu'il faut aligner beaucoup de décisionnaires. Et c'est beaucoup plus simple lorsque vous tenez 80% du capital
quand vous êtes chairman, vous avez derrière le board derrière vous et vous avez l'exécution. Vous pouvez exécuter ces virages-là de manière très rapide. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On voit bien que le marché investit en centaines, voire en milliers de milliards de dollars, sur ces sujets technologiques. Vous, vous avez dit récemment que vous doutiez que foncer dans la course, aux GPU soit rentable, hein, sur le long terme. Ah, je l'ai dit et je le redis, en fait, c'est que le H100, le H200, même B200, donc c'est les GPU des différentes générations d'NVIDIA, d'après moi, c'est pas rentable. Donc on n'a pas investi. En revanche, c'est qu'il est en train d'arriver vers la fin de l'année qui sont des R200, donc la nouvelle génération Rubin. Ah, c'est génial. Là, j'y vais, en fait. Et donc, on est en train de préparer tous ces investissements-là par rapport aux GPU parce qu'ils sont devenus rentables. Donc, quelque part, je suis peut-être de vieux jeu en train de dire, bah oui, mais moi, je fais la croissance rentable. C'est-à-dire que je n'investis pas à perdre, je suis en train de faire du revenu parce que le revenu, c'est pas un gros mot, c'est un KPI qui permet de déterminer est-ce que ce qu'on est en train de faire fait le sens pour leurs clients. S'ils sont pas prêts à sortir la carte bancaire pour acheter des services, c'est que ce qu'on est en train de faire n'a aucune valeur à leurs yeux. Et donc, c'est un KPI qui est très intéressant à monitorer pour pouvoir derrière remarquer est-ce que les investissements, est-ce que les efforts qu'on fait au quotidien, ça fait le sens vis-à-vis du client. Et c'est comme ça qu'on va mesurer si nos investissements dans l'intelligence artificielle, elles, valent le coup, est-ce qu'elles feront le sens. Vous êtes en train de vraiment vous positionner comme un challenger européen par rapport à ce que vous évoquez. Quelles sont les autres dimensions, quelles sont les autres actions ou les autres décisions majeures, hein, que vous prenez en ce sens? Ouais, là, ça se voit pas sur mon t-shirt derrière, en fait, mais c'est l'IA, c'est 5 couches qui fonctionnent ensemble. Vous avez la première couche, c'est bien sûr les data centers et les GPU. Ça, tout le monde a compris. Tout le monde parle des data centers. Ça y est, des milliards, des gigawatts, etc. Il se trouve que nous avons 250 mégawatts de puissance électrique dans nos data centers. Donc, on va les utiliser. Deuxième couche, bah, c'est l'entraînement des modèles et fine-tuning des modèles et l'inférence. Vous avez parlé, oui, on a fait l'acquisition des Dragons, qui est une super start-up avec des talents incroyables qui savent entraîner et fine-tuner des modèles. On va les aider à aller plus loin et construire des équipes encore plus larges pour pouvoir faire cet entraînement-là. Mais aussi savoir fine-tuner et aussi savoir faire de l'inférence. Et donc, at scale, vraiment at scale. Troisième niveau, c'est pouvoir fournir du token as a service. Tout le monde m'attend pas. Là, en fait, moi, j'ai besoin de consommer de l'API pour pouvoir derrière faire du traduction, sommarisation des textes. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi du speech to text, text to speech. Vous avez de any document, vous pouvez prendre PDF, doc, Excel, transformer dans texte. Vous avez la vidéo, résumer une vidéo, résumer un son, vous résumer une réunion. Donc, tous ces éléments-là, Gladia, ça en fait partie, en fait, des acquisitions que nous avons fait pour pouvoir enrichir notre token as a service. Derrière, vous avez quatrième niveau qui est très, très intéressant. Vous avez connu, pour ceux qui sont assez tech, probablement HeroQ, et vous avez des acteurs européens comme Clever Cloud, comme Stalingo, comme Plateforme Message, qui proposent du pass pour pouvoir héberger, pass applicatif. Je pense que c'est une excellente plateforme, mais aujourd'hui, il nous faut un pass IA. Dedans, vous devez avoir de l'agentique, vous devez avoir du Git, vous devez avoir du CI/CD, vous devez avoir tout l'ensemble de la plateforme, lesquels vous permet de faire du no-code ou low-code, et derrière, d'avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir déployer. C'est la couche 4, d'après nous, c'est le pass IA. C'est qu'on est en train de développer aussi. Et vous allez dire, mais pour ça c'est pourquoi faire? Bah, pour développer des SaaS avec de l'intelligence artificielle. Si vous avez 5 minutes, allez sur notre stand et regardez la démonstration de niveau 5. Niveau 5, c'est notre OVH IA Workspace. C'est une preview. Mais juste pour vous dire, en quelques, pas semaines, on a quand même bossé quelques mois, mais en quelques mois, regarde ce qu'on était capable de faire avec une plateforme de pass IA en termes de développement autour de l'email, Drive, visioconférence, calendar. Comment l'IA, le couple, fait les glues entre tous ces services-là. Comment on a apporté du chiffrement à l'intérieur pour faire des équivalents de Proton au niveau des emails, au niveau des drives, et comment l'ensemble peut fonctionner avec plein d'autres SaaS. Si vous voulez demain avoir une plateforme dans laquelle vous avez une cinquantaine de SaaS européens, de toutes sortes de CRM, de ERP, de marketing, de tout ce que vous pouvez imaginer, en fait, il a fallu imaginer une plateforme, c'est notre niveau 4,
dans lesquels vous pouvez ajouter très facilement des softwares de l'écosystème, voire développer de nouveaux. C'est comme ça que nous, chez OVH, on voit l'intelligence artificielle. Ce n'est pas juste des GPU dans un data center avec des gigawatts et dire, bah tiens, on a déjà l'IA. Oui, mais non. En fait, ce qu'il faut aller chercher, c'est des usages. C'est donner ces outils-là dans les mains de tout le monde. Et c'est ça notre ambition. Enfin, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, même si j'aurais bien voulu. On m'aurait tué, mais il va y avoir quand même quelques annonces encore qu'on va faire dans les prochains mois, prochain trimestre. Quel teaser! Alors, Christophe, en fait, au sein d'Impact AI, hein, qui œuvre vraiment à une adoption, responsable de l'IA, on présente justement souvent, l'IA responsable comme quelque chose, finalement assez, contraignant, plutôt une contrainte, un peu comme le régulateur peut imposer un certain nombre de contraintes sur ces sujets-là. Et vous, vous défendez au contraire l'idée que, ça pourrait être un vrai avantage, compétitif. Absolument. Donc, je vais peut-être revenir quelques instants sur Impact AI. Donc, c'est un collectif qu'on a créé il y a maintenant 7 ou 8 ans autour d'une centaine d'acteurs, des grands corporates, à peu près la moitié du CAC 40, des ETI, des académiques, sur le thème de l'IA responsable, de l'impact de l'IA sur la santé, l'éducation, le travail et l'éthique. Et on s'aperçoit aujourd'hui que finalement, et notamment grâce à l'observatoire que l'on a diffusé, que l'on a publié le 11 juin, que les collaborateurs qui utilisent le plus l'IA sont ceux qui ont été formés à l'IA responsable. En fait, les collaborateurs dans les entreprises, s'ils veulent utiliser l'IA, ils veulent se sentir confortables avec l'utilisation de l'IA. Et donc, cette notion d'IA et d'IA responsable devient finalement clé dans le dispositif ou dans le dispositif qui permet de déployer confortablement l'IA dans les entreprises, les grandes comme les petites. Et Octave, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette approche? Est-ce que pour vous aussi, cette approche d'IA responsable est quelque chose d'important dans vos démarches? OVH a 5 valeurs. L'une d'elles, c'est responsabilité. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez des puissances de calcul, comme chez nous, on a plus de 40 data centers, on a 500 000 serveurs, on a le réseau partout. En fait, ça peut être utilisé comme une arme. Aussi bien les puissances de calcul, les networks ou le GPU. Et donc, on a dans nos valeurs, l'une des valeurs, c'est la responsabilité. Et donc, on peut la traduire sur les différentes couleurs, différentes nuances. Et j'aime bien cette nuance-là, en fait, sur la responsabilité par rapport à l'utilisation en interne. C'est vrai que les réticences qu'on peut avoir à utiliser l'IA, et on voit très bien, parce que c'est une transformation de métier qui est juste gigantesque, y compris dans les devs, y compris dans les différents métiers. Il faut essayer d'apporter ces innovations-là, mais avec, justement, en pensant à l'humain, qui, lui, reste au cœur de l'ensemble du dispositif. C'est pour ça, quelque part, dans la vision que nous, on a sur OVH de l'IA, on a l'IaaS, l'infrastructure as a service, on a PaaS, plateforme as a service, SaaS, software as a service, que tout le monde connaît. Mais l'IA, on a placé tout en haut. Pourquoi? Parce que je pense que comme SaaS, il est en train de consommer des PaaS, l'IA va consommer des SaaS. Et l'humain, il est toujours au centre de l'ensemble des décisions des dispositifs. Mais il est augmenté, il est amélioré, il peut faire des choses plus rapidement. Il ne s'agit pas de faire un twin et le remplacer et faire autre chose. Je ne suis pas vraiment à l'aise avec ce qui se passe chez Meta, par exemple, où les gens, ils ont les enregistrements sur leurs ordinateurs pour savoir ce qu'ils font, pour pouvoir entraîner les modèles là-dessus. Je pense qu'en fait, l'humain, il doit rester à l'intérieur. On en a besoin. Et donc, quelque part, il y a un autre truc qui se passe, qui est très intéressant, et on va voir un peu l'évolution, c'est que malgré l'IA, la productivité qui en découle, on n'en voit pas vraiment les réductions de PNL dans les entreprises. J'ai encore assisté hier à une conférence dans laquelle McKinsey disait, voilà, il y en a très peu de projets, très peu d'entreprises qui ont implémenté en fait l'intelligence artificielle, mais ils ont vu réduction des PNL. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'aller plus vite, plus loin, mais en fait, c'est les gens, en fait, d'un coup, ils peuvent faire des choses nouvelles. Et cette nouvelle chose, en fait, je pense, ça va donner lieu à des innovations, à aller chercher des choses qu'on ne faisait pas avant, des choses qu'on faisait mal avant, et faire évoluer les jobs des gens. Je pense que ça va être extrêmement enrichissant. Peut-être que je suis un peu bisounours sur ça, mais moi, je pense que la technologie, elle augmente les gens, elle leur donne de nouvelles perspectives
Au lieu de faire un boulot chiant, demain, ça va être un boulot plus intéressant. Alors justement, puisqu'on parlait d'adoption, on voit bien avec l'émergence de cette technologie, on a depuis quelques temps parlé des modèles, des infrastructures, mais un peu moins l'adoption. C'est un sujet qui a émergé depuis 1 an et demi, 2 ans, et pourtant c'est un défi absolument majeur, hein. Et est-ce que, ça c'est plutôt une question pour Christophe, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé quelque part ce défi qui est l'appropriation finalement par les salariés de ces nouveaux usages et de ces nouvelles technologies? Absolument. Je pense que on voit qu'effectivement, plus de 50% des collaborateurs utilisent déjà l'IA au quotidien, soit à titre personnel, soit pour leur entreprise. Mais en réalité, on n'est pas passé véritablement à l'échelle, et à l'échelle où on le retrouve dans les PNL des entreprises. Mais je pense que on va le retrouver. Quand on voit certaines entreprises, notamment, j'en ai une en tête avec 3 lettres américaines, ils ont déjà vu qu'il y avait un gain de 4 milliards et demi sur leur PNL pour un PNL de 57 milliards d'activités. Donc on voit que chez certains, le résultat se voit déjà très fort. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Donc, quand on est parti de ce constat chez Impact AI, on s'est dit donc la partie éducation, entraînement à l'IA et à l'IA responsable, puisqu'on voit que les collaborateurs qui utilisent l'IA responsable utilisent 2 fois plus que les autres. On a monté un dispositif qui s'appelle les cafés de l'IA responsable. Il se trouve que dans nos 100 membres, on retrouve 1 million de collaborateurs, donc on commence à avoir donc un effet d'impact potentiel. Et donc, on a monté un dispositif qui s'appelle les cafés de l'IA responsable, qui ont déjà commencé à être déployés chez AXA, chez Crédit Agricole et chez Clariane notamment également, de manière à pouvoir diffuser cette éducation à l'IA responsable en espérant finalement entraîner le dispositif. Donc moi je reste en tant que à la fois patron d'innovation du groupe Bouygues et à la fois président d'Impact AI extrêmement positif sur la capacité de nos collaborateurs à finalement entraîner, engrainer sur le dispositif. Et sur une petite question sur cet observatoire que vous évoquiez et qui vient de sortir assez rapidement. Il y a un chiffre qui m'a marqué. 80% des salariés français réclament une IA responsable. 80% sur l'IA. Qu'est-ce que ça nous dit dans la manière dont l'Europe devrait aborder le développement de l'IA? Je pense que c'est une question pour vous deux d'ailleurs. Mais... Effectivement, 80%, c'est considérable. C'est-à-dire qu'en réalité, véritablement, les collaborateurs, nos collaborateurs, les entreprises et les dirigeants de ces entreprises ne déploieront que s'ils ont le sentiment que ce qu'ils sont en train de mettre en place est à la fois durable au sens d'être présent dans le temps, et puis à la fois que l'investissement qui sont en train d'être réalisé est serein et être finalement apportant des gains d'efficience pour leurs clients, d'efficience pour leur organisation. Octave, un commentaire? Je pense que quelque part, l'IA fait peur. Et derrière ces 80%, je pense que c'est plus la peur, le méconnu, qu'on voit que quelque part, le gens, ils se posent la question, est-ce que moi, je suis encore partie de l'entreprise une fois avec de l'IA ou parce que je vais commencer à utiliser l'IA que finalement, il n'y en a plus besoin de moi. Et je pense que c'est ça, en fait, que quelque part, on voit dans cette typologie de sondage. Et donc, c'est un vrai défi pour les entreprises de mettre au niveau les employés, en fait. Prenons par exemple les développeurs. On sait très bien que faire du code, les lignes de code, a de moins en moins de valeur. De moins en moins de valeur. Et l'évolution naturelle, c'est les architectures. C'est-à-dire, on ne pense plus aux lignes de code dans un système, et on pense comment le système marche. Comment les systèmes marchent ensemble. Et donc, c'est une forme d'abstraction qui nécessite forcément des évolutions des jobs, parce qu'auparavant, il suffisait recevoir, entre guillemets, des Jira ou des tasks, et puis pisser du code, entre guillemets, si on est péjoratif. Là, c'est comment créer les systèmes, en fait. Comment le système doit fonctionner ensemble, comment ces systèmes-là, il va interagir avec d'autres systèmes, comment faire de sorte que les équipes se parlent. Et donc, on voit très bien qu'on parle autre chose, on parle d'autres typologies des enjeux, celle de l'entreprise, celle des besoins du client, celle de comment on va faire le support,
comment ça va tourner dans un data center ou dans un autre data center. Et donc, en fait, il y a besoin de comprendre les enjeux de l'entreprise dans leur transversalité pour pouvoir répondre à ces typologies de questions. Et donc, là, à l'opposé de ce qui se passait, en tout cas, nous, on a vu ça un petit peu chez OVH, c'est que dans la première partie de l'entreprise, pendant 15 ans, on avait plutôt des gens, des super-héros, des gens extrêmement polyvalents qui faisaient à peu près tout, mais on en avait plaisir pour pouvoir faire le scale. On a passé par une phase de process, de tailor, entre guillemets, pour pouvoir diviser les tasks. Et on voit très bien qu'elle est en train de revenir en arrière de ça. Parce qu'on a besoin de gens de plus en plus polyvalents qui ont un point de vue global, qui peuvent répondre à des questions globales de l'entreprise. Ces questions-là, en fait, c'est où est-ce que l'entreprise est en train d'aller? Du coup, qu'est-ce qui fait le sens maintenant? Du coup, qu'est-ce qu'on fait en train de faire là? Donc, finalement, l'entreprise est en train de monter des niveaux, des maturités, des seniorités en termes de la stratégie. On s'approche de plus en plus dans la stratégie en fait, de l'entreprise dès les niveaux le plus bas dans la boîte. On évoquait cette troisième voie européenne en matière de technologie, en matière de responsabilité. On a pas mal parlé effectivement donc de l'IA. On voit émerger le sujet du quantique de manière avec une actualité de plus en plus forte, un intérêt de plus en plus fort de la part des entreprises. Quelle est votre vision sur ce sujet du quantique et est-ce que vous pensez qu'avec le quantique, l'Europe là a la possibilité, une opportunité de se positionner peut-être pas non comme un challenger, mais éventuellement comme un leader? Beaucoup de choses, si vous me branchez sur le quantique, là vous en avez pour 30 minutes. Alors, je vais essayer de faire bref. OVH Cloud, il y a la cofondée France Quantum qui a 5 ans ou plus. Et on est très fiers en fait d'avoir hier l'événement où on a eu énormément de gens, pas mal d'intérêts, pas mal de pays différents. OVH, pour faire bref, on a un ordinateur quantique réel chez nous. On a fait l'investissement, on fait de l'entropie dedans, si vous voulez, pour la sécurité. Et derrière, on a plus de 15 émulateurs avec tout l'écosystème européen, y compris américain. Donc, la première machine, elle est arrivée physique. La vraie machine, elle était la nôtre. Là, on a des partenariats avec Pascal, avec Wandela, qui est d'ailleurs sur notre stand. Et donc, derrière, vous pouvez, en plus de pouvoir faire le code développé en quantique sur les émulateurs, vous pouvez commencer à vérifier le mode de fonctionnement sur les vrais ordinateurs. Sans encore la suprématie quantique, mais vérifier que ce qui est dans les émulateurs fonctionne de la même manière dans les ordinateurs, les vrais ordinateurs. On a une chance incroyable dans le quantique, c'est que énormément de l'écosystème se trouve autour de Paris. Il n'y a pas besoin d'aller à la Silicon Valley pour voir les meilleures startups du monde. Vous prenez le taxi, vous en avez en 30 minutes des meilleures startups dans le quantique parce qu'ils sont en France. Parce qu'ils sont en France. C'est une chance incroyable. Et donc, c'est pour ça, en fait, quelque part, il faut supporter cet écosystème-là. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Le problématique, c'est que la science, elle est bonne. On a de l'avance sur la science, mais les financements ne suivent pas. L'Europe arrive à capturer 5%, à peine 5% des investissements qui sont faits dans le quantique. Et le vrai décrochage, il va se faire là. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on manque? On manque un marché commun. Vous allez me dire que l'Europe, elle existe? Oui, elle existe. Je la pratique depuis 27 ans. Mais j'ai créé OVH en 99. En 2004, j'ai dû créer des filiales pendant 4 ans en Europe. Et j'en ai créé une douzaine. Aujourd'hui, il y a 27 pays au niveau de l'Europe. C'est super. Mais aujourd'hui, chaque pays, il demande à ce qu'il y ait des data centers dans leur pays. Parce que la souveraineté, ils la vivent de cette manière-là. Ça veut dire que, quelque part, la masse critique qu'on peut avoir aux US en étant sur la côte Est, côte Ouest, avec des gros data centers, et derrière pouvoir capturer 350 millions d'utilisateurs, en Europe, vous allez avoir centaines de data centers de très petite taille, beaucoup plus petites, et ça sera difficile de faire la masse critique. Je reviens au quantique, c'est exactement le problème. Dans l'IA, c'est exactement le problème. Au niveau du cloud, c'est exactement le problème. Le saupoudrage, le manque de marché commun de taille tellement importante que vous ne pouvez pas seulement supporter la première vague des investissements, parce que souvent, il y a beaucoup d'enthousiasme en Europe au début. L'Union européenne met de l'argent, des différents investisseurs mettent de l'argent, mettent 4 milliards, 10 milliards, 30 milliards. Le problématique, c'est que ces milliards-là sont transformés en quelque chose qui ne produit pas du revenu.
et que derrière, du coup, il n'y a pas une deuxième vague d'investissement ou si elle est extrêmement plus pauvre. Ces cycles-là d'investissement dans l'IA, dans le quantique, sont aussi très rapides. Et ça, c'est aussi mes connaissances en fait des métiers. Donc, tout ça fait qu'on a, au niveau du quantique, un truc incroyable. Et j'espère qu'on arrivera à la lucidité et que les grandes entreprises ont la lucidité de pouvoir l'utiliser ça extrêmement rapidement. Je disais il y a 2 ans ou 3 ans, si votre boîte elle fait 1 milliard de chiffre d'affaires, vous devez mettre 1 million par an dans le quantique. Commencez par recruter des gens qui savent, qui vont apprendre à coder. Et ensuite, transformer les métiers, vos spécificités de l'entreprise dans le quantique pour pouvoir savoir quel est le bon ordinateur quantique qu'il faut utiliser parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul. À nouveau, vous m'avez branché sur quantique, c'est mal parti. Je vais m'arrêter là. Alors, je reviens sur les entreprises et le quantique. Donc, nous avons annoncé hier, Jérôme Stubler, patron d'Equans, filiale de groupe Bouygues, a annoncé l'arrivée de deux racks d'ordinateurs quantiques, parce que maintenant, Candela le met dans un rack. Donc, c'est plus des chandeliers comme on voyait avant, c'est véritablement racké et donc peut être mis dans un data center. Donc, on a annoncé cette coalition Candela Equans sur le quantique avec des applications à venir. Donc, le quantique est également là dans les entreprises maintenant. Merci. On a parlé de puissance, on a parlé de souveraineté, on a parlé de modèle d'IA, on vient de parler de quantique. Derrière chaque modèle, il y a quand même des questions qui se posent sur des serveurs, sur la consommation. Alors même si le quantique, justement, peut adresser une partie de cette question-là, mais enfin derrière, il y a une question autour de la consommation d'énergie et d'eau qui se pose. Et c'est précisément le combat que porte Julien Choucroune avec Data Green. Et je crois que Julien... s'il peut se présenter à une question pour Octave et s'il peut se présenter aussi en une phrase. Bonjour, merci en tout cas d'être là et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous en tant que petite société là, mais où notre volonté c'est d'avoir un fort impact en fait dans ce monde-là de la souveraineté, de l'IA, du data center principalement pour nous. Rapidement, Data Green, en fait, nous on conçoit une nouvelle génération de data centers qui essaye en tout cas de concilier au maximum la puissance, l'efficacité énergétique, la responsabilité environnementale, en fait, en éliminant la climatisation, l'immersion, en éliminant voilà, tous ces systèmes-là très, très énergivores et consommateurs, mais en ayant cette vision-là de souveraineté et de puissance. Ma question maintenant pour vous, Monsieur Klaba, est-ce que vous pensez qu'il existe du coup cette troisième voie européenne, mais crédible en termes d'IA, de cloud, qui puisse concilier en fait voilà, tous ces aspects-là, à la fois la puissance, la souveraineté, l'efficacité énergétique, et par exemple des infrastructures modulaires, flexibles, comme voilà, ce que développe Data Green. Est-ce que vous pensez que ça a un rôle à jouer? Alors là, vous me branchez sur l'écologie. Bah, là, vous en avez pour 3 heures. D'accord? Alors, c'est parti. OVH, il fait des water cooling depuis 2004. Nous avons fait pour des contraintes techniques parce qu'on ne savait pas comment extraire autant de chaleur d'une baie. Donc, nous avons inventé une technologie qu'on utilise désormais depuis plus de 22 ans, à travers 500 000 serveurs. Donc, on n'a pas de clim dans nos data centers. On n'a pas de clim, et ça fait des années qu'on n'a pas de clim. On a inventé un système où on extrait la chaleur à travers des circuits d'eau et on les met à l'extérieur pour très pas cher. Et donc, notre consommation énergétique au-delà des serveurs qui est dans la baie est extrêmement faible. D'accord? Extrêmement faible. Donc, c'est en mesure en POU. Aujourd'hui, il y a de nouveau sur POU, je peux vous raconter encore un truc, mais je vais essayer de faire plus court. Donc, on a des meilleurs data centers qui sont aux alentours 1,04, 1,07. Mais quand on regarde les data centers dans leur globalité, qu'on construit des très gros data centers, tout n'est pas rempli. Et donc, en attendant, on peut avoir des POU qui montent jusqu'à 1,22, 1,24. D'accord? C'est qu'il semble peu, beaucoup, mais en fait, c'est que c'est extrêmement bon parce que quand on regarde l'industrie, elle est plutôt aux alentours de 1,5 lorsqu'on ne bullshit pas. Et les Américains, ils font que du bullshit. Ils ne respectent aucune norme en fait, de ISO pour pouvoir faire du reporting sur la manière dont l'énergie est consommée à l'intérieur des data centers. Derrière ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire vraiment concrètement? C'est que des données sont publiques, donc vous pouvez regarder, la boîte elle est cotée, donc je dois avoir une transparence jusqu'au bout. On paye 70 millions par an
d'euros au niveau de l'énergie. Si on n'avait pas de water cooling, on aurait payé 140. D'accord? Donc, sur 1,2 milliard de chiffre d'affaires, j'ai environ 70 millions de réductions de coûts qui sont liées au fait que je n'ai pas de climatisation dans les data centers et j'arrive à extraire l'énergie, la chaleur des data centers de manière extrêmement pas chère. Bien sûr, ça a un coût parce que chez nous, on fait nos data centers, on a nos ingénieurs de mécaflux, on a énormément d'R&D, on a fait pas mal de brevets autour de ces R&D-là. On parlait des liquides biphasiques, on peut parler d'immersion à plusieurs étages, enfin, plein de sujets dans lesquels on innove et on les met en production parce que ça fait partie de la chaîne des valeurs qui, pour moi, est nécessaire pour délivrer les produits les meilleures qualités, mais moins chers. Je pense que ces moins chers-là, en fait, il est lié justement à ces approches frugales, cette approche écologique que la boîte comme OVH a ça dans les valeurs, dans le route. On peut en parler de recyclage de pièces. Là, ça y est, vous en avez pour 1 heure encore. Et plein d'autres sujets. Parce que c'est des choses que nous ont construites à travers les années. Et ils viennent d'une chose qui est extrêmement simple, c'est que j'ai fait la boîte en étant fauché. Et pendant 16 ans, je n'ai pas levé d'argent. La première fois où j'ai levé de l'argent, c'était en 2016, 250 millions. C'est ma série A. D'accord? Et donc, j'ai fait de l'argent, enfin, je fais lever l'argent très, très tardivement. Et donc, on a fait l'entreprise en gagnant de l'argent et en faisant des économies. Et ces économies-là, elles étaient faites aussi grâce à l'écologie qui est devenue dans le route de la boîte. Ça m'a tellement impacté que moi-même, j'ai investi j'ai une boîte d'éoliennes, d'accord? On produit des éoliennes parce que je pense que tous ces éléments-là sont impactants. Donc, on produit des éoliennes de mégawatts et puis on les déploie. Et à nouveau, il ne faut pas me brancher sur ces éléments-là parce que j'adore ces sujets-là. Ça fait partie en fait des plein d'innovations qui pour moi ils sont essentiels et ils sont nécessaires lorsqu'on fait le cloud parce que ce cloud-là, l'impact, il est énorme. Peut-être il y a un chiffre ou deux qui est intéressant dans votre métier, c'est que finalement, si on regarde à l'échelle mondiale, la partie refroidissement, pas uniquement des data centers, mais lorsqu'on a besoin de refroidir, le refroidissement coûte en énergie 400, environ l'équivalent de 400 centrales nucléaires. Donc c'est quand même important. Et puis un deuxième chiffre qui est également important, puisqu'on parlait finalement de consommation d'eau, c'est que les data centers en France consomment 0,0023% de la consommation d'eau industrielle. Donc en fait, là aussi, c'est très modéré. On arrive à la fin de ce podcast. Une dernière question, en fait, Octave, sur peut-être un message que vous auriez envie de transmettre à ces entrepreneurs européens qui sont là à Vivatech. On voit bien que vous êtes convaincus que tout n'est pas joué pour l'Europe, loin de là. Et qu'est-ce que vous auriez envie de leur transmettre? C'est que le moment qu'on est en train de vivre, je pense que tout le monde se rend compte, il est incroyable. D'accord? Avec l'IA, avec le bouleversement, avec des conflits, c'est juste incroyable en fait que tout ça, ça arrive maintenant. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que ça arrive aussi rapidement en temps de changement. Donc bien sûr, on peut regarder ça avec oh là là, risque, mais on peut regarder ça opportunité. Et il faut toujours regarder cette partie-là quand on est entrepreneur. C'est toujours regarder le verre à moitié plein. Parce que c'est ça d'être entrepreneur, c'est voir le truc positif dans un truc qui est que de la merde. Il n'y a rien qui marche. C'est là voir une opportunité qui fait qu'il y a une opportunité d'une entreprise, de créer de la valeur, de recruter des gens, de créer une équipe, de créer une entreprise sur des décennies. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois des choses. Ça fait 27 ans que je fais ça. Je ne suis pas prêt de m'arrêter. Parce que je vois tous les matins plein de nouvelles opportunités sur lesquelles j'ai envie d'y être. L'avenir de l'Europe dans l'IA et plus largement dans la technologie ne se jouera pas forcément en reproduisant les modèles des autres. On a notre propre carte à jouer, que ce soit OVH, où vous défendez une approche qui est fondée sur la maîtrise de l'infrastructure, que ce soit Impact AI sur la confiance, l'appropriation des usages, et Data Green sur la soutenabilité, hein, qui est une belle illustration de la soutenabilité des technologies qu'on construit. Voilà, ces trois approches complémentaires qui dessinent peut-être les contours d'une troisième voie européenne. Alors, merci à vous trois. Merci Octave Klaba, merci Christophe Liénard et merci Julien
Choukroun, pour cet échange. Et vous aurez bien évidemment tous l'opportunité de retrouver ce podcast sur vos plateformes habituelles. Et je vous dis à très bientôt.